Bonjour à tous et bienvenue à l'Assemblée nationale. Vous avez pu le suivre en direct sur LCP, le vote solennel d'un texte clé dans la politique de sécurité du gouvernement. Il s'agit d'une proposition de loi pour lutter contre le narcotrafic. Alors si vous ne l'avez pas suivi, voici tout de suite la séance de rattrapage. Après 7 jours de débats très vifs, les députés s'apprêtent donc à adopter ce texte qu'ils ont modifié et qui vient du Sénat. Les 3/4 des articles de ce texte ont divisé l'hémicycle, donnant lieu à beaucoup de rappels au règlement, à des interruptions de séance et à des échanges parfois virulents. Parmi les mesures les plus controversées, il y avait par exemple le nouveau régime d'isolement carcéral des détenus les plus dangereux. Place tout de suite à la séance. On se retrouve tout à l'heure. Madame la Présidente, Messieurs les ministres d'État, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le narcotrafic n'est pas une fatalité, mais un poison qui gangrène nos quartiers, pervertit notre jeunesse et sape les fondements mêmes de notre société. Chaque jour, des familles sont endeuillées, des territoires se délitent sous l'emprise des trafiquants et la peur s'installe. Nous sommes face à un défi historique, reprendre le contrôle. Nos adversaires ne sont pas seulement les dealers de rue, mais des réseaux criminels hautement organisés qui exploitent la misère et défient l'État. Ils infiltrent notre économie légale et sapent notre justice. Face à eux, nous devons opposer une réponse forte, cohérente et implacable. Nous avons devant nous un texte qui constitue une première réponse concrète à la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée. Ce texte marque un tournant. Il ne s'agit pas d'un énième ajustement législatif, mais d'un changement de cap décisif. Il est ici question de renforcer nos outils judiciaires, de moderniser nos méthodes d'enquête et de couper les flux financiers qui alimentent les réseaux criminels. La création du parquet national anticriminalité organisée, PNACO, est une avancée majeure. Il constituera une incarnation de la lutte contre le narcotrafic et coordonnera les parquets spécialisés. Il s'agit d'un instrument puissant pour centraliser l'action judiciaire et frapper les narcotrafiquants au cœur de leur organisation. À bien des égards, ce texte permettra de doter nos forces de l'ordre des moyens techniques adaptés aux nouvelles méthodes du crime organisé. Face à des réseaux qui utilisent les technologies les plus sophistiquées pour dissimuler leur trafic, il est de notre devoir d'adapter nos outils de renseignement. Le combat contre la criminalité organisée impose une adaptation constante de nos moyens d'action. Les mesures concernant le milieu carcéral permettront également de grandes avancées. Aujourd'hui, certains criminels continuent d'orchestrer leur trafic, d'intimider, de menacer, de commander des points de deal, de toucher les revenus de leur blanchiment depuis leurs cellules. Les mesures du texte visant à sécuriser les établissements pénitentiaires sont essentielles pour couper la chaîne de commandement et éviter que la détention ne soit un relais du crime. Lutter contre le narcotrafic, ce n'est pas simplement interpeller des trafiquants, c'est aussi saper leurs fondations économiques. L'argent sale est le carburant du narcotrafic. Il finance l'importation de stupéfiants, rémunère les trafiquants, alimente la corruption. Lutter contre le narcotrafic, c'est donc aussi couper les circuits financiers qui permettent au crime organisé de prospérer. Nous devons employer tous les moyens en notre possession pour que les profits illicites ne passent pas sous nos radars. Je salue donc l'adoption des diverses mesures sur le blanchiment. La criminalité organisée gangrène nos territoires. Elle s'adapte, se renforce, défie notre état de droit. Les réseaux criminels prospèrent sur l'omerta, la peur, la loi du silence. Briser ce cercle infernal est un impératif. Chaque point de deal démantelé, chaque tête de réseau arrêtée est une victoire pour la République. Avec cette proposition de loi, nous franchissons une nouvelle étape pour lutter contre ces criminels. Je tiens tout de même à signaler que le débat a été particulièrement tendu du fait, en partie, d'un groupe politique réfractaire, LFI, qui a d'abord souhaité empêcher le débat avec 2 motions de rejet, qui a ensuite ralenti nos discussions et qui a enfin tenté de repousser toutes les propositions novatrices visant effectivement à sortir la France du piège du narcotrafic. Ce n'est pas inhabituel dans cet hémicycle. Je le regrette néanmoins.
tout particulièrement sur ce texte qui est une priorité absolue pour nos concitoyens et qui, je le rappelle, a été voté à l'unanimité du Sénat. De notre côté, nous estimons qu'un certain nombre d'amendements auraient mérité un sort différent. Mais notre responsabilité collective est de ne pas retarder l'adoption de cette proposition de loi. Nous avons examiné ce texte, proposé de nombreuses améliorations tout en conservant la volonté de construire un texte d'équilibre qui permette de protéger nos concitoyens tout en respectant les droits individuels. Je tiens une nouvelle fois à saluer le travail conséquent de nos 3 rapporteurs sur cette proposition de loi. Le groupe Ensemble pour la République votera ce texte avec conviction, parce qu'il porte une ambition forte, parce qu'il donne à l'État les armes pour lutter contre la délinquance en bande organisée et parce qu'il envoie un signal fort et clair aux narcotrafiquants. Partout où vous serez, nos forces de l'ordre seront. Partout où vous outrepasserez la loi, la justice passera. Je vous remercie. Sur tous les bancs de l'hémicycle, on est d'accord pour tenter d'enrayer cette criminalité organisée qui a largement débordé les métropoles et qu'on appelle parfois narcoville, narcobanditisme ou encore la pieuvre. En revanche, les groupes se sont affrontés sur l'impact des mesures envisagées, l'impact sur les libertés publiques et les droits de la défense. Pour nous, députés du groupe GDR, le narcotrafic est un capitalisme sauvage, féroce. Et pour reprendre les mots de Roberto Saviano, c'est une façon d'être du capitalisme. En cela, il s'attaque aux plus vulnérables, je pense aux mineurs, aux femmes isolées, aux précaires, mais aussi et largement aux gamins de l'ASE. C'est une des raisons pour lesquelles, comme communistes, nous prenons le sujet à bras-le-corps. Nos élus locaux ne cessent d'alerter sur la nécessité de moyens pour faire face à ce fléau. Aussi parce que sur nos territoires, nous voyons les ravages de ce trafic, les trop nombreuses victimes, trop jeunes et dans beaucoup trop de violence. Alors, lutter, oui. Lutter contre le haut du spectre, oui. Celui qui prospère sur les fragilités et les vulnérabilités des classes populaires, oui. Assécher ses recettes, oui. Et sanctionner, encore oui. Alors pour faire face, il ne s'agit pas de faire du chiffre, ni de flatter les passions tristes. Il ne s'agit pas non plus de brader nos libertés sans même avoir l'assurance d'une quelconque efficacité. Il ne s'agit pas de fragiliser notre état de droit en méprisant les droits de la défense, par exemple, ou encore de faire un immense retour en arrière sur la mise en adéquation de nos valeurs démocratiques avec les conditions de détention et d'enfermement. Non, si nous voulons protéger l'état de droit face au narcotrafic, alors n'affaiblissons pas notre état de droit. Nous l'avons beaucoup dit pendant les débats, mais je veux le réaffirmer ici, toutes les mesures, même les plus fortes, ne seront que coquilles vides sans moyens conséquents. D'ailleurs, dans le rapport sénatorial, comme dans les auditions que j'ai menées pour la préparation de ce texte, tous déploraient le manque de moyens pour lutter contre le narcotrafic. Officiers de la police judiciaire, dockers, personnel de Tracfin, magistrats, douaniers, marins, tous d'une même voix, demandent pour l'efficacité de leur mission, quelquefois aussi pour leurs conditions de travail, des moyens adéquats. Comment lutter efficacement contre les trafiquants quand les douaniers sont 17 000 en France contre 47 000 en Allemagne pour la même charge de travail? Comment lutter efficacement contre les trafiquants quand les services d'enquête et d'investigation sont sous-dimensionnés? Comment faire de la prévention quand les subventions aux associations sont amputées? Comment traiter de la question même de la consommation qui explose dans notre pays en particulier, sans penser santé publique, sans penser santé psychique et je dirais même sans penser l'état général de notre société? On ne peut pas prétendre faire face à un tel fléau en étant sous-doté. Et je ne parle pas de muscles, car nos débats ont parfois pris ces allures. Non, je parle d'outils efficaces, parfois complexes, et qui s'apparentent dans bien des cas à de la dentelle, liant élus locaux, bailleurs, associations de prévention, police, justice, ASE. Chers collègues, si le rapport parlementaire dont la PPL est à l'origine, ce rapport parlementaire, je le crois, unissait très largement. Il a uni largement au Sénat, mais sa traduction législative a été l'occasion de surenchères.
Le RN d'ailleurs s'en est largement frotté les mains. Il a particulièrement été utile au bloc central pendant nos débats, assurant les votes alors que le centre de notre hémicycle était particulièrement vide. Ce texte a aussi été largement l'objet de coups de com' et de batailles internes pour les ministres. Et à la fin de ce premier examen à l'Assemblée, j'ai l'impression que les agendas politiques et personnels des ministres ont primé sur la recherche de consensus. Pourtant, ce consensus, je le crois, est important si nous voulons emmener la société tout entière dans la lutte contre le narcotrafic. Pour être clair, notre groupe est favorable à la création du PNACO, au statut de repenti, à des moyens renforcés pour lutter contre le blanchiment et d'autres mesures encore qui visent le haut du spectre. Les députés du Nouveau Front populaire se sont largement investis dans ce débat. Nous avons bataillé pour une meilleure écriture, parfois nous avons réussi, et je crois que nous avons été utiles à l'encadrement et l'efficacité de certaines mesures. Mais des lignes rouges sont pour nous franchies, et je pense en particulier aux quartiers haute sécurité, mais je pourrais parler aussi du dossier coffre ou de l'activation à distance, et c'est le choix des ministres d'avoir refusé quelque part que notre groupe puisse participer à un consensus. Je le disais, nous ne pourrons donc voter ce texte. Vous n'avez d'ailleurs pas cherché à ce qu'il en soit autrement. Reste la CMP à suivre. Après 15 jours de débat en commission des lois et dans l'hémicycle, nous allons adopter un texte initié par des sénateurs, conforté par les deux ministres de l'Intérieur et de la Justice et approuvé par les sondages d'opinion. Pourtant, dans cette enceinte, la bataille a fait rage. Entre l'aile gauche, invoquant pour s'y opposer les libertés publiques, alors que la sécurité est la première des libertés, et l'aile droite, soucieuse de protéger la société et nos enfants de ce cancer de la drogue, mais également soucieuse d'enrayer l'appropriation de notre territoire par des réseaux mafieux, sans scrupules et d'une violence extrême. Oui, la bataille a fait rage. Entre les tenants d'une bienveillance angélique qui a conduit souvent au laxisme et les tenants de la sécurité partout en France et d'une justice ferme. Tout nous a séparés au cours de ce débat. Pour exemple, le statut des repentis, rebaptisés collaborateurs de justice, et leur nécessaire anonymat, auquel la gauche a opposé les droits de la défense. Autre exemple, un système carcéral renforcé dans des lieux étanches à la poursuite des trafics en prison, auquel la gauche a opposé la vie privée et familiale de ces criminels endurcis. Autre exemple, des moyens de renseignement modernes et adaptés aux nouvelles technologies, auxquels ont été opposés la protection des messageries cryptées et des GAFAM. Autre exemple, l'aggravation des peines à laquelle la gauche de Christiane Taubira a opposé la justice réparatrice plutôt que la prison expiatrice, allant même jusqu'à qualifier de sadique de retour des peines planchées. Enfin, l'expulsion des logements sociaux à laquelle on a osé opposer la précarité de ces oligarques de la drogue qui vivent dans l'opulence. J'ai mesuré alors la fracture entre nous sur notre vision de la démocratie. C'est d'actualité aujourd'hui. La démocratie, le moins mauvais de tous les systèmes, comme le disait Winston Churchill, mais aussi le plus fragile face au terrorisme et face à la criminalité organisée. Notre engagement consiste donc, pour nous tous, à préserver l'équilibre entre se battre pour nos valeurs tout en respectant nos valeurs. Je ne doute pas, chers collègues, de votre sincérité, même à gauche, à part peut-être quelques-uns une poignée, prompts à vouloir par la véhémence de leurs propos plaire à un certain électorat. Certains même ont invité les philosophes grecs dans le débat, sans les avoir manifestement compris. Oui, Madame Martin, Protagoras, dans sa formule fameuse « l'homme est la mesure de toute chose », considérait ainsi qu'il n'existe pas de vérité absolue, et il a été, comme d'autres sophistes, le précurseur du pluralisme et des premières formes de la pensée critique. Une forme de tolérance qui vous échappe aujourd'hui. Je m'interroge donc sur les objectifs que vous poursuivez. Je m'interroge sur votre manque de lucidité sur les dangers auxquels notre pays est confronté. Mesurez-vous les liens incontestables entre ce narcotrafic et une immigration dévoyée, entre ces réseaux mafieux et l'entrisme des frères musulmans, tous unis pour s'approprier des pans entiers de notre territoire?
Au groupe EDR, par contre, nous avons choisi l'action, la volonté d'agir avec pragmatisme, la volonté de se battre contre ce fléau, la volonté de rétablir la justice et de protéger les plus faibles. C'est pourquoi nous n'avons pas plié, malgré des insuffisances criantes, car ce texte évidemment est incomplet, il ne va pas assez loin. Évidemment, le budget de la justice reste clochardisé et trop éloigné des enjeux. Évidemment, les moyens matériels de nos forces de l'ordre restent insuffisants. Évidemment, ce texte ne s'attaque pas assez aux consommateurs, alors que la demande est la clé de voûte du trafic des stupéfiants. Évidemment, nous voulons faire de la drogue un tabou national, car elle détruit des vies et notre État. Ce texte ne prend pas en compte aussi nos propositions sur les amendes forfaitaires délictuelles et l'aggravation des peines pour les consommateurs. Néanmoins, et en responsabilité, nous avons soutenu ce texte jusqu'au bout, sans considération politicienne. C'est pourquoi nous le voterons pour la justice, pour la France et son avenir. Contre le chaos, nous serons toujours là. Je vous remercie. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à Monsieur Mickaël Taverne. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Après 7 jours de débat au sein de notre hémicycle visant à adopter un texte permettant de mieux lutter contre le narcotrafic, mais au-delà de cela, d'être mieux armés pour faire face à la criminalité organisée sous toutes ses formes, nous avons assisté à des positions radicalement différentes. Pourtant, le constat sur l'impact du narcotrafic en France est clair. D'ailleurs, cela a été rappelé par la commission d'enquête sénatoriale. Elle dresse un bilan alarmant et met en avant son expansion territoriale qui a gagné nos campagnes à une vitesse impressionnante. Elle pointe du doigt le manque de moyens alloués aux acteurs de terrain, enquêteurs et magistrats, mais aussi la corruption où aucune profession n'est épargnée. Certains propos de professionnels de terrain sont sans équivoque. C'est le texte de la dernière chance. Nous sommes au pied du mur. Ce fléau a été sous-estimé. Des mesures fortes doivent être prises avant qu'il ne soit trop tard. Vous l'aurez compris, même si ce texte ne résoudra pas tout, il va incontestablement dans le bon sens. Malheureusement, pour tous ceux qui s'engagent jour après jour dans la lutte contre ces réseaux, souvent au péril de leur vie, la gauche et l'extrême gauche ont clairement annoncé leur volonté de s'opposer au texte, de le dénaturer et de le vider de sa substance. Alors que les narcotrafics gangrènent de plus en plus la société avec une logique de ni foi ni loi, votre complaisance est insupportable, collègues de gauche. Vous êtes opposés à tout, aux quartiers de haute sécurité, aux moyens alloués aux enquêteurs et aux magistrats, notamment sur les techniques d'enquête très largement encadrées par les magistrats eux-mêmes et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Même pour la création d'un parquet national anti-criminalité organisée, certains sont contre. Vous êtes idéologiquement enfermés dans le 19e siècle, alors que les réseaux criminels, notamment le haut du spectre, utilisent de la technologie dernier cri avec des moyens colossaux. Bref, pour résumer votre philosophie, c'est comme si vous disiez aux acteurs de terrain « Dites-moi ce dont vous avez besoin, je vous expliquerai comment vous en passez ». Je pense surtout que les Français se passeraient bien de vous pour assurer leur sécurité et ainsi protéger la société. Vous n'avez pas eu un mot pour les victimes et comme d'habitude, vous avez eu beaucoup plus de compassion pour les voyous. Collègues macronistes, je ne sais pas si ce texte vous intéresse, puisque vos bancs étaient vides à 90%. Vous êtes aux responsabilités depuis 7 ans, votre bilan sécuritaire est désastreux. Il aurait fallu faire preuve de beaucoup plus de persévérance. D'ailleurs, à aucun moment, durant ces 7 années, vous n'avez évoqué le narcotrafic, qui se développait pourtant sous nos yeux. Vous ne maîtrisez plus rien, et ce n'est sûrement pas ceux qui ont créé les problèmes qui vont pouvoir les résoudre. Il me semblait que gouverner, c'était prévoir, mais comme sur beaucoup de sujets, vous en avez été incapable. Nous sommes à un point de bascule et vous avez regardé ailleurs. Vous n'êtes pas les Mozart de la finance et encore moins les Beethoven de la sécurité. Il aurait donc été opportun de soutenir massivement cette PPL. Vous n'incarnez pas le sursaut sécuritaire que les Français attendent. Quant au LR, quand tout allait bien, ils étaient 4. Bon, dans le même temps, vous participez à un gouvernement macroniste, donc qui se ressemble, s'assemble, surtout en vous alliant avec la France insoumise aux législatives de juin dernier, pour organiser un pseudo-barrage au Rassemblement national qui, grâce à la mobilisation de ses députés, permettra à ce texte de voir le jour. Et oui, grâce à la présence et au travail de notre groupe, nous avons donné des moyens supplémentaires à nos policiers, à nos gendarmes, à nos agents pénitentiaires, à nos douaniers et à nos magistrats pour lutter plus efficacement contre le narcotrafic, avec le rétablissement des articles prévoyant notamment la prolongation de la garde à vue des mules, l'activation à distance des appareils connectés fixes et mobiles pour suivre les criminels, la création du dossier coffre pour sécuriser les techniques d'enquête sensibles,
mais aussi la possibilité d'intercepter les liaisons satellitaires utilisées par les réseaux criminels. D'autre part, nous avons également permis l'adoption d'un amendement visant à expulser les délinquants étrangers condamnés pour trafic de stupéfiants. Notre proposition de revenir à une direction générale de la police judiciaire aurait dû retenir votre attention. Messieurs les ministres, vous le voyez, vous avez un problème, le Rassemblement national avec Marine Le Pen a les solutions. Vous n'avez strictement rien inventé. Sur la politique migratoire, nous proposons un référendum aux Français, avec notamment l'expulsion des délinquants étrangers. Que les détenus purgent leur peine de prison dans leur pays d'origine, Marine Le Pen en parlait déjà en 2011. Vous voulez lutter contre l'idéologie islamiste, Marine Le Pen a déjà déposé une proposition de loi en 2021. Pourtant, la présidente du premier groupe à l'Assemblée nationale, qui est également le premier parti de France, crédité de 37% des suffrages et favorite pour la prochaine élection présidentielle, se voit écartée du champ politique dû à une entorse de l'état de droit pour éliminer Marine Le Pen de la course à la présidentielle. Nous sommes dans le pays des droits de l'homme, mais avec cette décision purement politique et hors de toute proportion, permettez-moi d'en douter, car ce sont des millions de Français qui sont écartés du processus démocratique. Mais notre détermination est totale. Ils pensent nous affaiblir, alors que sur le fond, ils nous renforcent. Soyez-en sûrs, nous ne lâcherons rien. Mes chers collègues, donc on va revenir au texte. Le narcotrafic est un fléau dans notre pays. On le retrouve partout, dans les villes, dans les campagnes, dans les cités, les quartiers pavillonnaires. Et l'Hexagone est loin d'être le seul territoire concerné. Je pense notamment aux collègues d'outre-mer qui subissent de plein fouet ce trafic sur leur territoire. Le temps n'est plus aux opérations plates nettes. Le narcotrafic est devenu une menace pour toute notre société et impose une réponse forte et globale. L'objectif du texte vise surtout, et c'est une bonne chose, à s'attaquer au haut du spectre et non à se restreindre à une stricte répression pénale pour les petites mains, souvent mineures. Je dois dire que les tentatives précédentes pour lutter contre ce trafic ont plus ou moins échoué. Aujourd'hui, les dérives liées au trafic n'ont jamais été aussi importantes. Afin de poursuivre sur les dispositions du texte, je souhaite aborder un élément que notre proposition de loi n'évoque pas, la prévention face à la consommation de drogue. Cette consommation touche tous les âges, toutes les catégories sociales. La politique de répression à l'égard des consommateurs n'empêche pas la France de caracoler en tête du classement des pays comprenant le taux le plus important de consommation. Si ce texte vise à juste titre à lutter contre les gros trafiquants et le narcobanditisme, il serait également nécessaire de s'interroger sur nos politiques en matière de prévention. On estime aujourd'hui que l'activité criminelle organisée représenterait 6 milliards de chiffre d'affaires annuel et impliquerait 240 000 personnes. Pour contrer ces réseaux criminels et protéger la population, l'État n'est pas suffisamment armé. Notre groupe soutient la proposition de loi en ce qu'elle renforce le lien entre tous les maillons de la chaîne de lutte contre le trafic de stupéfiants, des renseignements aux juridictions spéciales, en passant par les gendarmes, les douaniers, les policiers, en incluant l'administration pénitentiaire. Dans cette logique, elle permettra de désigner un service ministériel, chef de file, et de créer un nouveau parquet spécialisé qu'on appelle déjà le PNACO. Toutefois, nous tenons ici à émettre une réserve d'importance. Le nouveau PNACO aura une compétence très large. La criminalité organisée représente un nombre de dossiers sans commune mesure avec le terrorisme. Je ne suis pas persuadé qu'à ce titre, que le suivi judiciaire d'une affaire, par exemple sur la Côte d'Azur ou la Guadeloupe, soit mieux administré depuis Nanterre que par le parquet territorialement compétent. Donc il faudra effectivement faire attention à cela. Deuxième réserve, aucune disposition spécifique n'a été prévue pour les territoires ultramarins. Pire, le texte initial comprenait même un intitulé trompeur dans un chapitre dédié, je cite, « à la lutte contre le narcotrafic dans les Outre-mer », sans qu'il y ait pour autant le moindre lien avec les Outre-mer. Nous regrettons notamment, et je le relaye ici, la revendication de ma collègue Nicole Sanquer, que la Polynésie n'a pas accès aux fonds Mildeka, qui sont financés par le Fonds Concours Drogue, alors même que le pays concentre une énorme partie des saisies et confiscations. C'est ici un vrai sujet de péréquation financière pour permettre à l'archipel de pouvoir lutter contre la consommation de drogue. Notre collègue, d'ailleurs, déplore que tous ces amendements sur la question aient été déclarés irrecevables. Notre groupe soutiendra et contribuera à renforcer l'efficacité de la réponse pénale. La PPL offre de nouveaux outils face à la lutte contre le blanchiment, qui reste très décevante. Notre pays n'arrive à saisir que 3% du chiffre d'affaires du blanchiment par an. Plusieurs des mesures prévues en matière de confiscation et de saisie des biens des narcotrafiquants s'inscrivent dans la lignée des avancées que notre groupe a portées à travers sa proposition de loi
par exemple avec notre collègue Jean-Luc Warsmann, sur la confiscation des avoirs criminels. Face à l'ingéniosité et aux nouvelles techniques déployées par la criminalité organisée, il est tentant pour l'État de pousser les limites de notre droit. Pour ne pas tomber dans le piège du narcotrafic, l'État doit innover en gardant la boussole des préservations de nos libertés, et j'y suis particulièrement attaché. Notre groupe salue la suppression à la quasi-unanimité du mécanisme des portes dérobées et des messageries cryptées. Nous regrettons toutefois le rétablissement des articles liés à l'activation à distance des appareils mobiles ou fixes. Concernant les collaborateurs de justice, notre groupe soutient pleinement les avancées pour réaffirmer le dispositif afin de lutter contre le haut du spectre de la criminalité organisée, car comme c'est le cas en Italie par la législation antimafia. Il est logique de renforcer son attractivité via des contreparties comme l'identité d'emprunt ou l'exception de peine tout en se gardant un juste équilibre des limites éthiques et morales. J'ajouterai que nous avons aussi anonymisé les fonctionnaires qui s'occupent dans les prisons et je pense que c'est une excellente chose car nous pensons effectivement à eux. Voilà, cela explique pourquoi la majorité de notre groupe, sinon l'immense majorité, votera pour cette PPL. Voici le moment de voter votre proposition de loi visant prétendument à sortir la France du piège du narcotrafic. Encore un titre pompeux, caractéristique de la novlangue macroniste, pour un texte qui ne changera rien, car votre loi ne permettra pas de lutter efficacement contre la criminalité organisée qui sévit dans notre société. Après les lois sécurité globale, terrorisme et renseignement, séparatisme, Jeux olympiques, sûreté dans les transports, nous voici à plus de 30 lois sous l'ère Emmanuel Macron comptant des mesures attentatoires aux libertés fondamentales. De ces lois de surveillance qui seraient du pain béni pour un gouvernement fasciste, ravi de pouvoir surveiller, intimider et poursuivre des militants sans même avoir besoin pour cela de légiférer, tant tout est déjà prêt à l'emploi grâce à l'ensemble des dispositifs votés depuis 2017. Et toutes les dispositions liberticides de votre texte sont passées grâce aux voix de l'extrême droite de Madame Le Pen, avec qui vous agissez en bande organisée. Celle, par exemple, qui permet, au prétexte de lutter contre le narcotrafic, de renforcer inutilement le régime de la criminalité organisée en l'étendant à des cas toujours plus larges et nombreux, alors que l'infraction scélérate d'association de malfaiteurs s'applique déjà aux militants écologistes et aux citoyens venant en aide aux personnes exilées. Celle qui crée un dossier coffre qui rendra secrètes les pièces d'un dossier détaillant les modalités de l'utilisation des techniques de surveillance lors d'une enquête. Ce procès-verbal distinct permettra de séparer du dossier pénal les PV liés à la mise en place des techniques de surveillance, empêchant les avocats et les personnes concernées d'en prendre connaissance et par conséquent d'y déceler de potentielles illégalités portant une grave atteinte aux droits de la défense. Votre loi recycle ensuite l'autorisation pour la police d'activer à distance les micros et caméras d'ordinateurs et téléphones pour espionner les personnes, pourtant déjà censurées par le Conseil constitutionnel. Elle élargit la surveillance de masse pour détecter les nouveaux suspects, permise par les boîtes noires de la loi renseignement de 2015 de messieurs Hollande et Cazeneuve, puis largement étendue par Emmanuel Macron sans aucun bilan ni information au Parlement. Une loi parmi tant d'autres qui aurait dû rester temporaire pour lutter contre le terrorisme, mais qui va finir par s'appliquer à tous. Le bilan aurait pu être pire encore si nous n'avions pas réussi à supprimer l'obligation pour les services de communication d'introduire une porte dérobée au bénéfice de la police, ayant pour conséquence de détruire la confidentialité des messageries chiffrées comme Signal ou WhatsApp. Cerise sur le gâteau des atteintes aux libertés fondamentales, M. Darmanin a annoncé la création de son nouveau régime de détention à l'isolement sur le modèle des quartiers de haute sécurité, supprimé par Robert Badinter il y a plus de 40 ans. Alors que la Commission nationale consultative des droits de l'homme qualifie l'isolement prolongé de torture blanche, le gouvernement va créer avec les voix de l'extrême droite un quartier avec fouilles systématiques où les personnes seront détenues sur décision du ministre de la Justice lui-même, sans contact humain, sans activité, sans accompagnement, un régime qui s'appliquera même aux personnes présumées innocentes et dont le seul résultat sera de rendre les individus complètement fous et d'empêcher leur réinsertion. La dignité de la personne humaine a si peu de valeur lorsque deux ministres de l'Intérieur ont besoin de montrer leurs petits muscles au JT de 20 h. Une société se juge à la façon dont elle traite ses prisonniers. La vôtre excède dans la maltraitance. Quand notre pays est condamné plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa surpopulation carcérale, que plus de 4000 personnes détenues dorment sur un matelas au sol, l'urgence est à la mise en place d'un mécanisme de régulation carcérale, à la dépénalisation de certains délits et non aux gesticulations sur la suppression des activités en prison qui bafouent le droit à la réinsertion, ni à un retour 40 ans en arrière. La dépénalisation de certaines infractions, parlons-en, car il nous a été impossible d'avoir un débat sur la légalisation du cannabis à des fins récréatives et sur la prévention qui doit prévaloir en matière de stupéfiants et d'addiction.
Pour sortir du piège du narcotrafic, il serait grand temps de discuter d'un modèle de légalisation régulée du cannabis en France. Cela retirerait une manne financière considérable des mains des narcotrafiquants et permettrait à l'État d'avoir davantage de moyens pour organiser une politique de prévention à la hauteur des enjeux. C'est pour cela que nous prônons une légalisation à la québécoise, confiée à une entreprise publique détenant le monopole de la distribution et de la vente du cannabis. Si la France est actuellement le 3e pays de l'UE où la consommation de stupéfiants est la plus élevée tout en ayant la politique pénale la plus répressive, c'est que votre stratégie ne fonctionne pas. Il est grand temps de regarder la réalité en face et de réfléchir à changer de méthode, mais réfléchir et reconnaître vos échecs ne fait pas partie de votre référentiel. Finalement, la Ligue des droits de l'homme a fait un bon résumé de votre texte quand elle écrit que le trafic de stupéfiants constitue un fléau social, mais la lutte contre celui-ci ne doit pas se faire au prix d'une réduction des droits et libertés. Pour lutter contre le trafic de stupéfiants, peut-être faudrait-il commencer par recruter et former les 2500 enquêteurs manquants, revenir sur la suppression des 5000 postes d'officiers de police judiciaire dans votre budget passé par 49.3, recruter davantage de juges d'instruction pour encadrer correctement les enquêtes. Pour lutter contre la criminalité organisée, il faut des moyens et des services publics fonctionnels. Vous ne parviendrez pas à lutter contre le trafic et les addictions en restant accro à la répression. Merci, Madame Catala. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Madame Colette Capdevielle. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nos très longs débats sur la proposition de loi narcotrafic ont été de très bonne tenue face à un texte dense, touffu, qui n'a malheureusement pas pu bénéficier d'une étude d'impact ni d'une analyse juridique exhaustive du Conseil d'État dans l'ensemble de ses dispositions. À ce stade de nos débats, le groupe socialiste et apparenté présente de ce texte une analyse à la fois objective et responsable. Notre pays doit immanquablement se doter de moyens nouveaux et efficaces pour lutter contre le trafic de drogue, en visant le haut du spectre et en renforçant surtout, messieurs les ministres, les coopérations internationales sans lesquelles nous n'y arriverons pas. Plusieurs dispositions vont effectivement dans le bon sens. Un parquet national, la mise en réseau des juridictions interrégionales spécialisées, la fermeture de tous les établissements quels qu'ils soient et qui servent de couverture au trafic, la confiscation, le gel des avoirs, les saisies, la lutte contre le blanchiment, le renforcement du renseignement, bien entendu, le statut du repenti et le recours aux informateurs. Fort heureusement, notre Assemblée a massivement rejeté dans des conditions assez rocambolesque, on s'en souvient, les interceptions sur les messageries cryptées, le célèbre article 8. Le statut des repentis a été renégocié avec vous, monsieur le garde des Sceaux, à 2/3 du quantum de la peine. Ce sont des points qui sont aussi positifs. Messieurs les ministres, vous n'avez eu de cesse de nous rappeler toujours comme argument d'autorité que cette proposition de loi avait été adoptée à l'unanimité par le Sénat et notamment par les sénateurs socialistes, tous alertés effectivement par les élus locaux à 1 an de leurs élections municipales. C'est sans oublier que vous avez quand même introduit dans le texte présenté à l'Assemblée nationale vos fameuses prisons de haute sécurité que les sénateurs, eux, n'ont pas eu à connaître en première lecture. C'est un ajout qui n'est pas anodin et il est venu complètement perturber le travail des parlementaires. Les socialistes ont pris toutes leurs responsabilités, tant au Sénat que dans cette Assemblée où notre collègue Roger Vicot, que je salue, était co-rapporteur. Les dispositions, il faut bien le reconnaître, et je ne suis pas la seule à l'avoir noté, les dispositions les plus liberticides de ce texte n'ont été votées que grâce aux voix du RN, face à un bloc central absent en commission, en séance et dans les débats. Nos propositions d'ajustement n'ont malheureusement jamais été entendues et c'est d'autant plus regrettable que nos amendements de repli étaient franchement très acceptables. Restent dans le texte plusieurs points durs. Le retour des quartiers de haute sécurité supprimés par Robert Badinter, avec étrangement le placement en détention sur décision non pas d'un juge mais du garde des Sceaux, avec une fouille intégrale et systématique pour une durée de 2 ans, renouvelable 4 ans, y compris pour les prévenus, à savoir ceux qui bénéficient immanquablement de la présomption d'innocence. L'absence d'un véritable parloir famille, sauf à communiquer derrière un hygiaphone, même dans l'entretien avec l'avocat. Ce sont des mesures qui manifestement nous paraissent inconstitutionnelles parce qu'elles portent atteinte
au droit de la défense et au droit de vivre en famille, qui sont des droits constitutionnellement et conventionnellement reconnus, que cela plaise à ceux qui trouvent que la justice est parfois laxiste, surtout quand ça ne les concerne pas. Il en est de même pour les audiences cruciales qui se dérouleront en visioconférence. Ensuite, vous prévoyez de concentrer tous les caïds de la drogue dans seulement 2 établissements en France. Ça ne nous paraît pas être une bonne solution pour lutter effectivement contre le haut du spectre. Rétablir le procès verbal distinct, vous l'appelez dossier coffre comme vous voulez, moi je l'appelle dossier caché. C'est une mesure qui porte directement atteinte au principe du contradictoire et au droit de la défense. Les explications que vous nous avez données ne nous ont pas convaincus. Elles ne sont pas acceptables puisqu'il existe des procédures sécurisées, anonymisées, pour protéger les enquêteurs. Dans un état de droit, il ne peut pas être admis de condamner pénalement sur le fondement de preuves dont on a interdit à la défense de pouvoir contrôler la régularité. Il ne faut pas oublier non plus l'expulsion locative qui ne frappera pas du tout les narcotrafiquants bien à l'abri, mais leurs familles, les enfants qui ne sont nullement responsables, pauvres enfants qui seront encore pénalisés. Il y a deux nouvelles infractions qui sont créées, dont, Monsieur le garde des Sceaux, vous avez vous-même reconnu la fragilité législative. Donc ces différents points peuvent justifier de notre part la saisine du Conseil constitutionnel, car pour ce qui nous concerne, il n'est pas question de faire la braderie du droit dans ce texte. La défense des libertés fondamentales n'est pas un caprice de quelques humanistes, ni un supplément d'âme, c'est le fondement légal de toute société démocratique pour pouvoir vivre ensemble. Enfin, lutter efficacement contre le trafic, c'est viser le sommet du spectre, c'est agir en termes de prévention et de santé publique. La situation actuelle nous le montre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour le groupe de la droite républicaine, la parole est à Monsieur Olivier Marleix. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres d'État, mes chers collègues. Enfin, une loi utile aux Français. Je voudrais d'abord remercier nos collègues sénateurs à l'initiative de cette proposition de loi, Étienne Blanc et Jérôme Durain, une démarche transpartisane qui honore la Haute Assemblée. Je veux saluer l'engagement et les convictions fortes des 2 ministres, du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur sur ce texte, et la qualité du travail de nos 3 rapporteurs, messieurs Corr, Pauget et Vico. C'est un texte robuste qui donne enfin aux forces de l'ordre et à la justice les moyens de lutter à la bonne échelle contre des réseaux devenus internationaux. Parmi les avancées majeures, je veux souligner notamment la création du parquet national anti-criminalité organisée, de nouveaux moyens de lutte contre le blanchiment d'argent, un contrôle accru de nos installations portuaires, de nos ports, l'extension des pouvoirs des douanes, l'interdiction des paiements en espèces pour les locations de véhicules et la création aussi de quartiers d'isolement portés par le garde des Sceaux pour empêcher les plus gros trafiquants de continuer à agir tranquillement depuis leur prison. Autant de leviers concrets pour frapper là où c'est utile. Je veux aussi saluer les avancées que nous avons obtenues lors de nos débats, malgré l'obstruction de ceux, l'extrême gauche de cet hémicycle, qui ont toujours l'air davantage préoccupés de défendre les droits des dealers que les victimes de la drogue. Je pense à quelques points essentiels, un cadre juridique renforcé pour les techniques de renseignement, l'automaticité d'une interdiction du territoire français pour les étrangers condamnés à 5 ans de prison pour trafic de stupéfiants, la création aussi du dossier coffre dans les affaires de criminalité organisée pour protéger, on va dire, les sources. Mon seul regret est que finalement nous ayons renoncé à ouvrir un bras de fer avec les messageries cryptées qui sont pourtant le refuge des pires criminels aujourd'hui de la planète, des terroristes, des narcotrafiquants et aussi de la pédocriminalité. Ça devrait nous préoccuper un peu plus que ça n'a préoccupé sur ces bancs la semaine dernière. Mais permettez-moi d'insister sur un point fondamental sur lequel nous devrions tous nous retrouver, la protection des mineurs, ces enfants parfois âgés de 12 ou 13 ans, enrôlés dans les trafics au premier décrochage au collège. Nous ne pouvons pas tolérer dans notre pays que près de 200 000 jeunes tiennent les pieds d'immeubles pour les trafiquants de drogue. Ce sont eux en réalité les premières victimes, ces enfants soldats, avec évidemment ces autres jeunes du même âge, happés par la drogue à la sortie du collège ou du lycée. Eh bien ce texte les protège puisqu'il durcit les peines contre ceux qui tentent de recruter des petites mains.
Je souhaite aussi saluer les avancées faites en matière de prévention de la corruption obtenues dans cet hémicycle. C'est une menace évidemment très puissante quand on parle de trafic de drogue. Cette prévention, elle passera par une cartographie des risques de corruption dans l'ensemble des services publics impliqués, confrontés à la lutte contre la drogue. Enfin, ce texte donne aussi de nouveaux outils au niveau local. Désormais, le préfet pourra lancer des procédures d'expulsion en cas de troubles graves à l'ordre public causés par un dealer qui pourrit la vie d'un immeuble. C'est des cas que nous connaissons tous dans nos circonscriptions, même au sein d'une copropriété privée. Ce texte est nécessaire, il est juste, il est fort. C'est pour cette raison que les députés de la droite républicaine le voteront avec conviction. Merci, Monsieur Marleix. Depuis le début de l'examen de ce texte, le groupe écologiste et social s'est mobilisé avec une ligne de conduite: détermination contre le crime organisé, ses réseaux, son argent, ses causes aussi, et défense des principes de l'état de droit, ses procédures, ne vous en déplaise, et les libertés. Se donner les moyens, ce n'est pas jouer les matadors, imiter la voix grave et menacer le moulin du narcotrafic tel Don Quichotte. Se donner les moyens, c'est d'abord en consacrer aux magistrats, trop peu nombreux. C'est mieux équiper nos services, d'enquête d'abord. C'est substituer aux opérations médiatiques place nette, répétées et éreintantes pour nos forces de sécurité, du temps pour l'enquête. Vous voulez mettre des coups de pied dans la fourmilière, nous préférons remonter et démanteler les filières. Alors on a essayé quand même de faire un bout de chemin législatif, car l'enjeu est plus grand que nos postures. Et nous avons dit oui à une meilleure coordination via la création d'un état-major et d'un parquet national spécialisé. Nous avons souhaité aussi cibler plus efficacement les têtes de réseau. De même, l'instauration d'un statut plus sécurisé pour les repentis, les coopérateurs de justice qui acceptent de briser la loi du silence, ou encore celui des infiltrés, aideront sans doute à élucider quelques affaires. Nous avons pour notre part réussi à convaincre les députés du maintien des magistrats qualifiés pour la justice des mineurs au sein du PNACO. Nous avons également permis l'intégration de la justice restaurative, qui reste un levier fondamental pour accompagner les victimes et prévenir la récidive des auteurs d'infractions. Contre le blanchiment et l'enrichissement des criminels, car c'est le sujet, la gauche et les écologistes ont obtenu le renforcement des obligations de vigilance et de formation accrue des professionnels concernés. Enfin, nous avons obtenu que la société bénéficie d'une meilleure redistribution de tous les types de biens mal acquis détenus par les trafiquants vers les collectivités locales, les structures d'intérêt général et même vers des projets à forte utilité sociale. Je passe, faute de temps, mais c'est tout à fait en phase avec le temps que vous y avez consacré, c'est-à-dire à peu près nul, sur votre impensé fautif concernant la consommation, la prévention, la réduction des risques, alors même que c'est un pilier de notre sujet. J'en viens maintenant à ce qui fâche. Messieurs les ministres, nous sommes de ceux que vous n'entraînerez jamais sur la pente contraire à nos principes de droit. Vous avez affaibli le contrôle de la détention provisoire, c'est-à-dire la prison sans jugement, en repoussant l'intervention du juge et en imposant des débats à distance, désincarnés, déshumanisés. Vous avez prôné une justice de la vengeance qui confond la peine avec le châtiment, en imaginant volontiers les prisonniers souffrir de l'isolement et subir des fouilles intégrales, systématiques, quand il existe des scanners tout aussi efficaces et qui préservent la dignité. Si vous voulez aider les agents de la pénitentiaire à mieux surveiller, alors commencez, comme les Britanniques ou les Espagnols, à vider les prisons des petits délits. Et d'ailleurs, commençons par appliquer les améliorations prévues par le texte en termes de formation et de protection et augmenter leur salaire au passage, cela pourra aider. À vrai dire, vous tapez souvent à côté. À côté quand ce sont les mules que vous enfermez pendant 120 heures en garde à vue, presque autant que des terroristes. Mais croyez-vous une seule seconde qu'un tel acharnement à l'égard des petites mains va inquiéter les grands chefs du grand banditisme ? À côté encore avec ce dossier coffre qui prévoit carrément de cacher les éléments de la procédure à la défense jusqu'à condamner une personne sur des éléments qu'elle n'aura jamais vus, jamais discutés. Cela n'est en aucun cas acceptable à nos yeux, pas plus que l'excès de pouvoir administratif au regard de l'autorité judiciaire en plusieurs domaines de la loi, nous vous l'avons rappelé. Le contradictoire bafoué, l'autoritaire judiciaire écarté, vous préparez le terrain pour des normes que nous ne voulons pas. Évidemment, la fascination de notre époque pour la technopolis ne vous a pas épargné. Certes, nous avons su empêcher votre intention de pénétrer les conservations privées de messagerie et même de mettre en danger notre sécurité nationale numérique, excusez du peu. Mais vous avez, à l'aveugle, étendu de façon excessive et attentatoire aux libertés la surveillance algorithmique, pourtant limitée à la seule lutte contre le terrorisme et à l'ingérence étrangère. Il en va de même pour l'activation à distance des objets connectés, que le Conseil constitutionnel avait pourtant déjà invalidé.
Et à ce sujet, je m'inquiète de cette dérive engagée depuis l'examen de la loi immigration 2023, où vous votez des dispositions manifestement anticonstitutionnelles en espérant que le Conseil constitutionnel fasse le tri après coup. C'est une façon de légiférer qui est un dévoiement médiocre de notre système politique. Ce n'est pas ainsi que doit fonctionner notre démocratie. Si nous nous abstenons à ce stade, c'est pour alerter tous les collègues, mais aussi les sénateurs et sénatrices à quelques jours de la CMP, qui peut encore nous mettre d'accord sur l'essentiel. Doter notre justice et nos services d'enquête des capacités à agir, à juger et à protéger. Dans le cas contraire, vous nous contraindrez à ce recours au Conseil constitutionnel et nous appellerons tous les partenaires parlementaires soucieux de notre état de droit de se joindre à nous dans cette démarche. Et si vous voulez nous renvoyer à notre statut d'idéaliste, retenez bien que nous prenons l'insulte comme une flatterie et mieux, un signe de solidité au moment où vous et quelques-uns de vos députés ont brillé par leur absence et flanché face à la menace illibérale. Certains, à travers ces bancs, ont tenté de disqualifier ce texte au motif qu'il ne comportait pas de volet de prévention ni de politique de soins pour les personnes sous emprise de la drogue. Si ces sujets sont évidemment primordiaux dans le cadre de la santé publique, ce n'était pas l'objet de cette loi. Il s'agissait par ce texte de lutter précisément contre le narcotrafic en traquant les dealers, en interceptant mieux les réseaux, en contrôlant leur trafic et aussi en protégeant nos forces de l'ordre. Le débat sur la légalisation du cannabis est aussi invité dans nos discussions. Là aussi, si ce sujet mérite débat, ce n'est pas l'objet de cette loi. Nous avons aussi entendu du côté de la gauche que ce texte serait le symptôme d'une paranoïa sécuritaire, alors même que des garanties ont été apportées pour protéger les libertés individuelles à chaque article où le doute s'est manifesté. Bien entendu, chers collègues, il convient de légiférer avec précaution dès lors que nous abordons la question d'un régime d'exception. Mais pour assurer la protection de nos concitoyens, nous devons agir en trouvant un équilibre entre ordre et liberté. C'est pourquoi nous donnons des outils et des moyens aux magistrats, aux enquêteurs, aux policiers et aux douaniers, dont je tiens à saluer le rôle essentiel de la lutte contre les narcotrafiquants. C'est pourquoi nous renforçons les compétences de l'OFAST afin d'en faire le véritable chef de file de la lutte contre le trafic des stupéfiants. C'est pourquoi nous créons un parquet national anticriminalité qui rendra notre système judiciaire plus résilient, car doté d'une meilleure coordination et une spécialisation de toute la chaîne pénale pour plus d'efficacité. Cette chaîne sera renforcée de l'enquête de police préalable jusqu'à l'incarcération des narcotrafiquants dans des quartiers hautement sécurisés, un régime carcéral strict et absolument nécessaire face à ces criminels d'une extrême violence et pour empêcher efficacement la poursuite du trafic depuis les cellules et bien sûr les projets d'évasion. Autre ambition de ce texte, agir fort là où les narcotrafiquants tirent leur puissance, leurs finances. Nous le ferons grâce aux mesures de lutte contre le blanchiment qui vont de la fermeture administrative à la restriction des paiements en liquide pour la location de voitures. Dans le même temps, nous apportons avec cette proposition de loi des moyens supplémentaires en matière de renseignement. Je veux dire ici un mot sur l'interception des données sur les messageries cryptées initialement prévues à l'article 8 ter. Nous ne pouvions faire l'économie de ce débat, tant il est évident que nos services de renseignement doivent disposer de techniques adaptées aux nouvelles technologies et notamment à l'essor des messageries cryptées. Néanmoins, nos discussions ont montré que le doute persistait sur le plan technique et le risque d'introduire une faille, une vulnérabilité dans le cryptage, constituant un enjeu de sécurité pour chacun de nous. Cette question devra, je le crois, faire l'objet d'une plus grande concertation avant qu'une réponse définitive puisse y être apportée. Je salue une autre avancée, la modification du statut de repenti, un statut qui se rapproche de celui des repentis en Italie, qui a prouvé toute sa pertinence et son efficacité dans la lutte contre la mafia. Nous devons assumer, pour que réellement il fonctionne, un tel statut doit être attractif. C'est bien en réduisant les peines de 2/3, comme cela a été proposé, que nous nous donnerons les moyens de démanteler des réseaux. Nous avons également acté la création d'un dossier-coffre, outil indispensable pour la protection des enquêteurs et qui a fait l'objet d'une sécurisation juridique pour ne pas porter atteinte de manière disproportionnée aux atteintes de la défense.
Tout au long de son examen, le groupe démocrate a eu à cœur d'enrichir ce texte dans un esprit de responsabilité. Nous avons notamment contribué à améliorer le renseignement face à l'entrée des stupéfiants dans les ports de plaisance, à sécuriser la lutte contre la dissimulation de transactions sans porter atteinte aux bénéficiaires de cryptoactifs de bonne foi, créer des circonstances aggravantes contre les trafiquants qui exploitent des mules. Enfin, chers collègues, écoutons le terrain. Dans une tribune parue il y a une dizaine de jours, ce sont 250 maires, témoins de l'explosion de la violence, des règlements de compte et des intimidations en tout genre qui ont appelé à soutenir ce texte. Vous l'aurez compris, le groupe Les Démocrates votera ce texte. Aujourd'hui, le trafic de drogue n'est plus un commerce de proximité, mais une industrie mondiale. C'est pourquoi la mobilisation contre le narcotrafic est plus nécessaire que jamais. À une montée en puissance de l'organisation des réseaux de narcotrafiquants, nous répondons aujourd'hui par une modernisation de l'organisation institutionnelle et judiciaire pour la lutte contre les narcotrafics. À un renouvellement des outils utilisés par les narcotrafiquants, nous répondons par un renforcement des technologies à disposition des services d'enquête et de renseignement. À une hausse du sentiment d'insécurité chez une partie de nos concitoyens vivant dans des quartiers gangrénés par le narcotrafic, nous répondons par un sursaut d'autorité de l'État et d'efficacité de la réponse pénale. Je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement de Gérald Darmanin et Bruno Retailleau sur ces questions. S'il vous plaît. La chaîne humaine de mobilisation contre les narcotrafics est longue. Elle englobe les magistrats, les forces de l'ordre, les agents des douanes, mais également les élus locaux, les préfets ou encore l'administration pénitentiaire. Le groupe Horizon et Indépendants tient ici à les remercier solennellement. Sans eux, sans leur mobilisation quotidienne, la lutte contre les narcotrafiquants serait impossible. Leur engagement sans faille est trop souvent limité par des ressources pénales et techniques obsolètes ou insuffisamment efficaces. Il est ainsi absolument nécessaire de renforcer les moyens juridiques et judiciaires mis à leur disposition. C'est l'objet de ces deux textes que le groupe Horizon et Indépendants soutient activement. Ils instaurent notamment la création du parquet national anticriminalité et des quartiers hautement sécurisés pour lutter efficacement contre la criminalité organisée. Les peines d'emprisonnement seront durcies et mieux adaptées aux crimes commis. Aussi, la lutte contre le blanchiment sera intensifiée afin de mettre un terme aux commerces qui servent de façade aux activités criminelles. Ces nouveaux outils renforceront l'autorité de l'État et restaureront la confiance des citoyens en son efficacité. Aujourd'hui, trop de Français se sentent abandonnés. C'est un constat inacceptable et face à cela, nous agissons. Avec mon groupe, nous avons apporté un soutien total à ces textes tout en veillant à leur solidité juridique et à leur conformité avec la Constitution. Face au chaos imposé par les narcotrafiquants, nous répondons par l'ordre avec des mesures fortes à la hauteur des enjeux. Notre groupe se félicite de l'adoption de nos amendements, en particulier de celui qui prévoit une sanction renforcée pour le trafic de stupéfiants commis avec une arme de guerre. Désormais, cette infraction spécifique sera punie de 15 ans de réclusion criminelle. Face aux irresponsables politiques qui restent aveugles face à ce qui se joue dans notre pays, nous voulons assurer la condamnation effective des narcotrafiquants, garantir la sécurité de nos concitoyens, des agents publics, ainsi que l'avenir d'une partie de notre jeunesse. Nous voterons donc pour ces textes pleins de bon sens. Je vous remercie. Nous allons donc procéder au vote et il y aura donc deux scrutins. Je mets d'abord aux voix la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Et voici les résultats du scrutin. Votant 550, exprimés 511, majorité 256, pour 436, contre 75. L'Assemblée nationale a adopté. Je mets maintenant aux voix la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République anticriminalité organisée. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
Résultat. Votant 552, exprimé 542, majorité 272. Pour 472 contre 70, l'Assemblée nationale a adopté. Et c'est voté. Les députés ont donné leur feu vert à la proposition de loi pour lutter contre le narcotrafic. Face aux trafiquants, nous ne sommes pas dans un combat à armes égales, avait défendu le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Le gouvernement doit maintenant convoquer une commission mixte paritaire de députés et de sénateurs pour s'entendre sur une version commune du texte. À bientôt sur LCP.